Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre accueil chaleureux aujourd'hui à la résidence de France. C'est un honneur pour nous et pour le think tank 3D Policy de pouvoir échanger avec vous dans un cadre qui est aussi symbolique. Donc, à travers cette rencontre, on souhaite offrir à la jeunesse marocaine un regard qui est plus direct sur l'humain et sur les valeurs de la diplomatie franco-marocaine. Notre entretien, s'articuler autour de trois grands axes. Dans un premier temps, on va aborder peut-être un axe qui est plutôt personnel, consacré à votre parcours, à votre vision de la diplomatie. Ensuite, donc, les rôles et les priorités de l'ambassade de la France au Maroc. Et enfin, donc, les relations dans un cadre un peu plus général, bilatéral franco-marocain, et notamment donc, les développements récents. Donc, pour commencer, monsieur, dans le premier axe, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours, ce qui vous a conduit à embrasser cette carrière diplomatique? Est-il eu un moment, une rencontre ou une expérience particulière qui a été déterminante dans ce choix? Merci d'abord d'être venu jusqu'ici et puis de pouvoir avoir cet échange avec vous sur tous ces sujets qui sont évidemment très, très importants et pour moi très intéressants. Je ne vais pas trop m'étendre sur mes études parce qu'elles sont assez classiques. Ce que je voudrais dire peut-être, c'est que dans ma famille, que ce soit mon père, mes grands-parents, tous étaient d'une manière ou d'une autre au service de l'État. Et c'est quelque chose qui singularise la France et qui, à certains égards aussi, nous rapproche du Maroc. C'est que, en tout cas, dans ma génération et un peu aussi dans les suivantes, un certain nombre de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont plutôt doués pour les études font des études avec la perspective de servir la France, comme ici le Maroc. Et dans d'autres pays d'Europe, l'idée d'être un haut fonctionnaire, de servir son pays, paraît tout à fait baroque. Donc, moi, c'est une tradition familiale et je l'ai perpétuée. Et c'était un choix assumé parce que j'ai eu à plusieurs reprises la possibilité d'aller travailler dans le secteur privé, mais j'ai souhaité rester dans cette filière du service de l'État de différentes manières. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que effectivement, j'ai connu des personnalités inspirantes parce que assez vite dans ma carrière de fonctionnaire ou de haut fonctionnaire, j'ai été un peu au carrefour de l'administration et de la politique en servant dans des cabinets ministériels. Et j'ai eu notamment l'occasion assez jeune, la trentaine, de travailler avec une grande personnalité française, européenne du XXe siècle, qui était Simone Veil, qui aimait d'ailleurs beaucoup le Maroc. La chance de venir avec elle rencontrer Sa Majesté le roi Hassan II. Et elle avait, par son itinéraire personnel, par son engagement politique, par les réalisations qu'elle avait accomplies comme ministre, joué un rôle très important pour les femmes, pour la société française, mais aussi plus largement pour la société, enfin pour la communauté européenne, puisqu'après avoir été déportée par les Allemands pendant la guerre au camp d'Auschwitz, elle était devenue présidente du Parlement européen et vraiment un pilier de la réconciliation avec l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne, qui est, comme vous savez, la clé de voûte de la construction européenne. Et donc, c'est une personnalité qui était très inspirante et qui était très tournée vers l'international, vers le dialogue entre les peuples, vers la construction multilatérale, européenne ou internationale. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et tout au long de ma carrière, en tout cas dans les 20 premières années, dans ma génération, les grands sujets, c'était ça. C'était la construction européenne. Et puis avec ce qu'on a appelé la mondialisation au moment où le mur de Berlin est tombé. Donc le monde est devenu un monde sans mur. Les pays anciennement communistes se sont ralliés à l'économie de marché. C'était de construire, j'allais dire, un ordre juste, qui soit un ordre reposant sur des règles consenties par tous, qu'on soit des grands pays puissants ou qu'on soit des petits pays. À partir du moment où il y a une règle de droit, le monde est meilleur. Par exemple, je me souviens beaucoup qu'en 1996, l'Organisation mondiale du commerce, c'est ici au Maroc, à Marrakech, qu'elle a été créée. Et elle avait vocation à organiser cette mondialisation à travers des règles des droits, notamment le fait qu'un grand pays ne puisse pas imposer des taxes, imposer sa force commerciale à un plus petit pays,
sans devoir en rendre compte. Il y a même un tribunal, l'organe des règlements des différends de l'OMC, qui a été créé à ce moment-là. Donc ma carrière, elle s'est construite là-dessus. Je dois dire que le monde a changé au fur et à mesure que je vieillissais, et que dans la dernière partie de cette carrière, on a vu réapparaître, pour le meilleur et malheureusement souvent pour le pire, la primauté du politique sur les dynamiques économiques, ce qu'on avait appelé dans les années 70 un fameux écrivain, philosophe, sociologue qui s'appelait Samuel Pisar, avait fait un livre qui avait beaucoup de succès, qui s'appelait Les armes de la paix, en expliquant qu'au moment de la guerre froide, c'était par les échanges commerciaux, par l'interdépendance économique qu'on allait dépasser les rivalités traditionnelles. Bon, il a eu raison pendant une cinquantaine d'années, et aujourd'hui, malheureusement, le tour que prend le monde lui donne plutôt tort. Et donc, ici au Maroc, à la vérité, même si on poursuit beaucoup de projets de nature économique, depuis presque 3 ans que je suis ici, on a fait surtout de la politique. Surtout de la... Alors la politique, comme je dis, il y a le meilleur. Et je pense qu'avec le Maroc, on a fait de la politique pour le meilleur. Mais il y en a d'autres dans ce monde qui font de la politique et qui le font plutôt, de mon point de vue, pour le pire. Merci beaucoup, monsieur, pour votre réponse. Comme vous l'avez mentionné brièvement, vous avez une carrière un peu brève dans le privé. Et justement, ça fait en sorte que votre profil se distingue justement par une solide expérience dans le domaine économique avant vos fonctions diplomatiques. Ma question, c'est comment est-ce que justement cette expérience influence-t-elle aujourd'hui votre approche en tant qu'ambassadeur, notamment dans la promotion d'investissement et dans le soutien aux entreprises franco-marocaines? C'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'il y a eu un moment où, en effet, la mondialisation se résumait, en tout cas principalement, aux dynamiques économiques et aux courants d'échanges commerciaux ou d'investissements qui pouvaient se créer. Mais même assez récemment, en fait, en 2017, quand le président Macron a été élu, il m'a nommé à la direction d'une agence qui s'appelle Business France. Et le but, c'était d'arriver à faire de la France un champion, en tout cas le champion d'Europe, dans l'attractivité, c'est-à-dire l'accueil des investissements étrangers. Ça faisait un peu rigoler tout le monde parce qu'on était l'éternel numéro 3 après la Grande-Bretagne, l'Allemagne, je parle de l'Europe au sens continental. Et en 2 ans, on a réussi à prendre la 2e place, puis à s'installer durablement, ça fait 8 ans que ça dure, à la première place du podium des pays européens pour attirer des investissements étrangers. Quand on attire des investissements étrangers, bien sûr, c'est de la création d'emplois. En gros, on avait entre 30 et 40 000 emplois nets créés par ces projets. Mais c'est aussi faire venir des centres de décision, des quartiers généraux. C'est aussi faire venir des entreprises de la tech, de la nouvelle économie. C'est aussi ressusciter un tissu industriel français qui avait pas mal souffert dans la première décennie du siècle. C'est aussi doper notre agroalimentaire. Enfin voilà. Donc on a réussi à faire ça. Ensuite, on a vu que certains pays ne jouaient pas avec les mêmes règles du jeu. Et c'est ce que je vous disais, où la politique est revenue au premier plan. Parce que quand vous avez des grands pays, ne serait-ce que la Chine ou les États-Unis, qui ne jouent pas clairement avec les mêmes règles que vous, par exemple, qui pratiquent des soutiens aux entreprises, des subventions à tel ou tel projet que l'Union européenne s'interdit de faire, voilà, ça redevient un autre monde où les rapports politiques doivent reprendre le dessus sur les simples logiques et de rationalité économique. Par exemple, on a souffert beaucoup au moment où l'Europe et la France attiraient beaucoup de projets en matière de transition énergétique, de développement durable, et ça c'était pas le président Trump, par des subventions directes, ça s'appelait IRA, que le président Biden et l'administration de l'époque a mis en place. Ils ont détourné de l'Europe et de la France beaucoup de projets en subventionnant massivement
ce que normalement les règles du jeu interdisent de faire, des projets pour qu'ils viennent aux États-Unis. Merci beaucoup pour votre réponse, monsieur. Je pense qu'on peut maintenant passer au deuxième axe. Donc, on va parler du rôle et des missions de l'ambassade de la France au Maroc. Monsieur l'ambassadeur, quelles sont aujourd'hui les grandes priorités de l'ambassade de France au Maroc? Comment est-ce que vous articulez les dimensions politiques, économiques, culturelles et consulaires de votre mission? On a une grande chance pour ce qui relève des relations entre le Maroc et la France. C'est que cette relation a été très largement fondée il y a 1 an exactement, avec la visite d'État du président de la République. Tout le travail préparatoire que nous avons réalisé avec nos partenaires marocains et tous les engagements et les perspectives qui ont été à ce moment-là dévoilés. Sa Majesté le Roi a parlé d'un nouveau livre, et de ce livre-là, nous avons ensemble dessiné les têtes de chapitre, et maintenant on est en train d'écrire le chapitre lui-même. Donc c'est une grande chance pour moi et puis pour toute l'équipe de l'ambassade d'avoir pu être à ce moment charnière où une certaine époque s'achevait, parce que la relation franco-marocaine, elle est ancienne et elle a eu ses belles heures aussi par le passé, et une nouvelle époque commençait avec un nouveau livre, de nouveaux thèmes. Mais ces thèmes, si on devait simplement les résumer à une phrase, ce sont les grands enjeux auxquels une société comme la vôtre et comme la nôtre sont confrontés, et la conviction qu'ensemble, on est plus fort pour y répondre que si on le fait chacun de son côté. Sachant qu'il est évidemment, personne n'échappera à devoir faire face aux enjeux de la transition énergétique, personne n'échappera aux enjeux de la compétitivité économique avec tous les sujets d'emploi, personne n'échappera à l'enjeu de la formation des esprits et des capacités et des talents. Personne n'échappera, nous qui sommes dans cette région méditerranéenne, à la question de l'avenir de l'Afrique. Personne n'échappera aussi aux enjeux de sécurité, aux enjeux de défense, dans un monde où on voit bien que les périls sont nombreux. Voilà. Et donc c'est ces questions-là qu'on a choisi de traiter ensemble, sans exclusive, bien entendu. Personne n'est obligé de travailler sur tous les sujets avec son partenaire. Mais en même temps, on a vraiment la conviction, et on travaille là-dessus, que dans tous ces domaines-là, 1 plus 1 font un peu plus que 2. Donc c'est la feuille de route. Là-dedans, il y a évidemment une dimension géographique qui est très importante, c'est celle du Sud, en particulier celle du Sahara marocain. Et aujourd'hui, la mission qui est la mienne et celle de l'ambassade, c'est de mettre en œuvre tous les engagements qui ont été pris et de concrétiser toutes ces orientations par des choses, parfois petites, parfois très grandes, parfois entre les deux, qui se voient, qui ont un impact pour les acteurs, les hommes, les femmes, les entreprises, les États. Et c'est ça que toute la journée, nous tissons avec beaucoup de détermination et beaucoup de chance et de bonheur de vivre cette période entre nos 2 pays. Merci pour votre réponse, monsieur. En parlant justement de ce nouveau chapitre entre le Maroc et la France, après la visite du président Macron, l'ambassade a récemment étendu sa présence et les services consulaires dans les provinces du Sud, notamment à Dakhla et Laayoune. Quelles sont justement les motivations concrètes derrière cette démarche et quels impacts attendez-vous sur le terrain? La motivation qui était la nôtre, elle était là aussi très claire, c'est de dire, dans la relation avec les provinces du Sud, il y a évidemment un côté de la médaille qui est la réaffirmation peut-être encore plus forte que les années passées de la souveraineté marocaine pour le présent et pour l'avenir pour ces territoires. Mais en même temps, l'autre côté de la médaille, c'est la conséquence qu'on en tirait dans nos politiques publiques, à savoir le fait qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment ces provinces par rapport à ce que nous faisons depuis tant d'années dans les autres régions ou provinces du Maroc. Autrement dit, la coopération qui est très intense depuis l'indépendance entre la France et le Maroc dans le domaine scolaire, universitaire, culturel, économique,
en matière de projets de développement, j'en passe et des meilleurs, eh bien, nous avons, depuis 12 mois, même un peu moins, fait en sorte que toutes ces politiques s'appliquent de la même manière au Sud qu'elles s'appliquaient depuis 80 ans, ou presque, en tout cas 70 ans, dans les autres régions du Maroc. C'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, des grandes, des petites choses, des choses moyennes se sont produites tout au long de l'année. Au Sahara, j'ai été moi-même très souvent. Il y a eu de grandes visites ministérielles qui ne s'étaient jamais produites là-bas, de visites du deuxième personnage de l'État, qui est le président du Sénat français, des visites d'entrepreneurs, encore il y a quelques semaines, des visites du patron de l'Agence française de développement. Et voilà. Et donc aujourd'hui, en quelque sorte, nous avons banalisé notre relation avec le Sahara marocain par rapport à ce qu'elle était il y a encore 12 mois. Merci monsieur pour votre réponse. Dernière question du deuxième axe. Avec près de 50 000 ressortissants, la communauté française au Maroc constitue un lien humain essentiel entre nos deux nations. Comment l'ambassade travaille-t-elle avec cette diaspora et avec les entrepreneurs franco-marocains pour renforcer les liens économiques et culturels entre nos deux nations? C'est vrai, vous avez raison, cette communauté, elle est très importante ici au Maroc, et elle est très importante aussi en France, en miroir. Il y a encore davantage de Marocains qui vivent en France et de Franco-Marocains qui vivent en France. Ici, nous avons un dispositif tout à fait hors norme, hein, avec 6 consulats généraux, une cinquantaine d'établissements d'enseignement dans le réseau français, une douzaine, et même un peu plus, avec les alliances françaises, l'Institut culturel. Donc nous avons un maillage important qui ne s'adresse pas d'ailleurs exclusivement aux Français, puisque un consulat, par exemple, il a une double mission, une mission qui est tournée vers les Français, l'administration des Français, le suivi des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les bourses scolaires, les questions sociales. Mais il a aussi une autre facette qui est celle de la délivrance des visas. Et ça s'adresse par définition aux non-français. Donc ce réseau, il est vraiment très important. On a beaucoup investi pour l'entretenir, le rénover, y compris sur le plan immobilier, pour donner un visage qui soit le plus attractif, le plus contemporain, le plus dynamique possible, tant aux Français qui vivent ici qu'aux Marocains qui fréquentent les lieux, les bâtiments de la France au Maroc. Mais il y a une singularité dans tout cela, qu'il s'agisse de cette communauté au Maroc ou de la communauté d'origine marocaine ou marocaine en France. C'est le très grand nombre de binationaux. La coutume de dire que par l'importance de ces binationaux, l'importance croissante, la France et le Maroc, bien sûr, sont 2 pays indépendants et souverains, mais ils ont de plus en plus de sang en commun. Et ces liens-là, ils sont extrêmement importants et ils constituent un atout énorme pour construire cet avenir dont je parlais tout à l'heure. Les têtes de chapitre, les grands projets que nous avons, c'est en quelque sorte le synopsis de ce que nos 2 pays souhaitent faire ensemble. Mais si vous écrivez le synopsis d'un film, la question qui se pose ensuite, c'est le casting. C'est avec quels acteurs vous mettez en scène et vous réalisez cette histoire, cette aventure. Or là, nous avons à la fois le synopsis, c'est-à-dire le narratif, les grands axes, les grands chapitres de ce que nous voulons faire ensemble dans les 20 prochaines années, mais nous avons aussi tous les acteurs. Alors, il y a plusieurs types d'acteurs, évidemment, qui sont concernés par la relation franco-marocaine, mais les binationaux sont évidemment le cœur du cœur de ces acteurs-là, parce qu'ils sont, par leur ADN elle-même, par leur histoire, par leur sang, par leur vie, concernés par le fait que la France et le Maroc avancent ensemble dans ce siècle. Et autour d'eux, ils emmènent beaucoup de gens qui ne sont pas forcément binationaux, mais qui ont envie de se joindre à cette aventure et à cette dynamique. Merci monsieur pour votre réponse. Revenons un peu brièvement sur la position française du Sahara marocain, sur le Sahara marocain. L'évolution de la position française, elle soulève naturellement la question de l'articulation entre engagement bilatéral et cadre multilatéral.
la question du Sahara, elle reste au cœur des discussions aux Nations Unies, dans le cadre du processus politique mené par l'envoyé personnel du secrétaire général. À votre avis, comment est-ce que la France, elle perçoit le rôle actuel de l'ONU à la recherche d'une solution qui est durable, et comment Paris articule-t-il son soutien à la proposition marocaine d'autonomie avec son attachement au cadre onusien et au dialogue multilatéral? D'abord, la France partage avec le Maroc la même vue en ce qui concerne le lieu où cette question doit être résolue. C'est-à-dire, nous sommes vraiment attachés à ce que la résolution du conflit, ou en tout cas de la question du Sahara marocain, soit traitée à l'ONU dans un cadre multilatéral qui permettra à cette solution qui s'approche de disposer d'une légitimité internationale incontestée, parce que c'est bien à ça que sert l'ONU. Par ailleurs, pour les raisons que je rappelais tout à l'heure, nous restons un pays très attaché au système multilatéral et absolument engagé à le défendre, même sur d'autres questions que celle-là. Donc là, c'est une convergence de vues avec le Maroc. Ça, ce sont les principes. Ensuite, l'action. L'action, elle est aujourd'hui, je vous parle, le 29 octobre, nous travaillons depuis des semaines et des semaines aux côtés du Maroc, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne et quelques autres pays qui partagent la même vision pour cette région du monde, à savoir la souveraineté marocaine sur le Sahara et les provinces du Sud. Nous travaillons à le traduire en un engagement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, il suffit de lire la presse. Aujourd'hui, c'est vraiment la question du jour. Dans quelques heures, dans moins de 24 heures, on aura probablement le résultat d'un travail qui ne se fait pas forcément sous les sunlights de l'actualité, parce que ce sont un travail de diplomate qui se fait dans les enceintes appropriées, il y a toute une dimension de secret, etc. Mais tôt ou tard, on va voir le résultat de tout ce travail. Et depuis le premier jour, la France ne ménage aucun effort et prend tous les risques pour faire en sorte que le présent et l'avenir de ces territoires soient reconnus, pas simplement par nous, ça a été fait et dit et clairement, mais aussi par la communauté internationale, comme étant dans le cadre de la souveraineté marocaine. Merci, monsieur. Passons peut-être à une échelle encore plus continentale. Le Maroc s'impose de plus en plus comme une porte d'entrée stratégique vers le continent africain. Il se positionne de plus en plus comme un hub stratégique vers l'Afrique, notamment via ses ports atlantiques. Comment est-ce que la France envisage des projets de coopération triangulaire, France, Maroc, Afrique, en particulier depuis les provinces du Sud? D'abord, c'est en effet un des atouts de ces territoires et un des atouts de la souveraineté marocaine sur ces territoires que de pouvoir en faire un carrefour de développement, de connectivité et donc d'avenir dans une région, en particulier la région sahélienne, qui manque singulièrement de projets d'avenir et de perspectives positives. Il suffit de regarder ce qui se passe un peu partout, notamment dans les pays enclavés. Donc dans le soutien de la France, il y a bien entendu le soutien à la souveraineté marocaine, mais il y a aussi le soutien à ce que la souveraineté marocaine veut dire dans ces territoires, c'est-à-dire aussi d'en faire quelque chose qui offre aux pays alentours et aux populations des perspectives positives, des perspectives de développement, des perspectives de connectivité, pas simplement entre eux, mais aussi avec l'Amérique, enfin l'Atlantique et tout ce grand océan qui relie tant de pays. Donc c'est aussi ça que nous soutenons. Et quand nous avons amené les hommes d'affaires là-bas, à Dakhla, quand nous avons autorisé l'Agence française de développement à pouvoir mobiliser ses financements à l'appui des projets qui naissent dans ces provinces, là encore, nous avons voulu joindre le geste à la parole. Il y a une conviction qui est la nôtre, elle a étayé et conforté la vision du président de la République sur l'avenir de ces territoires. Et aujourd'hui, des acteurs français, parmi d'autres, s'inscrivent dans la perspective royale, qui est de faire de ces territoires, non pas une région isolée où il ne se passe pas grand-chose, mais au contraire, un nœud
de relations entre l'Afrique, l'Europe et l'Afrique du Nord au milieu. Pourquoi c'est important? D'abord parce qu'effectivement, il y a plutôt de mauvaises nouvelles qui viennent de cette région du monde, je pense en particulier aux pays du Sahel, mais aussi parce que pour l'Europe, mais aussi sans doute pour le Maroc et pour l'Afrique du Nord, la question de l'Afrique subsaharienne va être la grande question des 30, 40 ou 50 prochaines années. Si des dynamiques positives, économiques, sociales, etc., se développent, s'installent dans ces pays, sous ces latitudes, ce sera une nouvelle formidable qui accompagnera le développement du Maroc et qui entretiendra celui de l'Europe. Si au contraire, ces pays, comme un certain nombre d'entre eux déjà, sont livrés à tous les trafics, aux groupements terroristes, à la famine et au désespoir, et donc par conséquent à des vagues de migration de plus en plus nombreuses et de moins en moins contrôlées, il est certain que tout ça aura un impact dramatique sur les équilibres sociaux. En Europe, c'est déjà un peu le cas, et forcément ici, tôt ou tard. Donc nous avons vraiment eu l'ardente nécessité d'entretenir tous les projets qui, dans ce continent, et ils sont pas si nombreux, sont porteurs d'avenir, sont porteurs de coopération, et le Maroc en a proposé un certain nombre. Donc la France et le Maroc ont une vocation assez naturelle à trouver des points d'application de cette volonté commune. Nous avons un certain nombre d'outils pour ce faire, et je suis certain, et on y travaille d'ailleurs, que dans les années à venir, je le disais tout à l'heure, ce chapitre de la relation bilatérale, qui n'est pas juste entre nous, mais qui est de faire entre nous, ensemble, des choses intéressantes pour l'ensemble du continent, forcément avec les partenaires subsahariens, va être un élément très important et j'espère très structurant de notre relation et forcément de la relation entre l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Merci monsieur pour votre réponse. On arrive à la quasi-fin de cet entretien. Donc on arrive à la dernière question. Monsieur l'ambassadeur, comment envisagez-vous l'évolution des relations franco-marocaines dans les 5 prochaines années et quels sont les chantiers prioritaires à ouvrir ou à consolider? Et pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à la jeunesse marocaine et française qui représente l'avenir de cette relation bilatérale? Sur les chantiers, je crois qu'on en a déjà parlé de manière assez précise. Hein. Les chantiers, ce sont tous les défis auxquels on est confronté et pour lesquels on est certain que la coopération franco-marocaine permettra d'être plus forts ensemble que singulièrement. Je prends un exemple. Aujourd'hui encore a été annoncé un grand investissement de Renault au Maroc avec à la clé 7 ou 8 000 créations d'emplois. C'est une filière qui déjà fonctionne très bien depuis une petite quinzaine d'années. Mais on voit bien que dans ce domaine-là, la compétitivité du groupe, aujourd'hui, Renault, repose sur un pied, évidemment, en France, où beaucoup de projets sont en train de voir le jour, notamment sur les voitures électriques, mais aussi sur le partenariat qu'il a développé avec le Maroc. Et donc ce groupe, qui est évidemment très important, c'est un des premiers employeurs français, l'État reste l'actionnaire numéro 1 du groupe Renault. Ce groupe, il est plus fort en étant à la fois en France et au Maroc que s'il était simplement au Maroc ou simplement en France. Et il apporte de la valeur à la France, il apporte de la valeur au Maroc aussi. En tout cas, c'est comme ça que les choses sont conçues. Donc, voilà pour les grands thèmes. Alors, en ce qui concerne les jeunes, évidemment, c'est sur eux que reposera à la fin, et sur vous, la manière dont ce que notre génération lèguera comme projet se réalisera. Et est-ce qu'on ira au-delà de nos rêves, si je puis dire? Est-ce qu'on restera en deçà? Qu'est-ce qui fonctionnera? Qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? La difficulté pour la jeune génération d'aujourd'hui, c'est que l'information est partout et nulle part en même temps, notamment à cause des réseaux sociaux et du numérique, en tout cas en raison des réseaux sociaux et du numérique.
Et que donc le grand sujet pour la génération actuelle, je ne parle pas spécialement des Marocains, c'est vrai aussi pour les Européens ou les autres, c'est de savoir où on habite. C'est-à-dire, en fait, d'où l'on parle, quelles sont ses valeurs, et en fonction de ça, arriver à construire quelque chose qui guide l'individu, le groupe, la nation. Et je pense que ce qu'on essaye de faire entre le Maroc et la France, c'est évidemment pas la réponse absolue, mais c'est quelque chose qui dit à la jeunesse que entre un pays du Nord, qui reste un pays très riche et très généreux à l'égard de sa population, et un pays du Sud qui est en phase d'émergence, la fatalité de l'opposition Nord-Sud, la fatalité de la dérive des continents, la fatalité d'une opposition qui pourrait reposer sur telle dimension culturelle, religieuse, géographique ou autre, n'en est pas une. Et qu'on doit pouvoir être capable de tresser non seulement un dialogue, mais une stratégie qui soit dans laquelle chacun, qu'on soit tout en haut de l'État ou qu'on soit quelque part dans la société, trouve son compte. Et c'est un grand défi. Alors, ça peut être fait pour les jeunes Marocains avec d'autres pays d'Europe ou d'autres pays développés ou d'autres pays du Sud. Mais en tout cas, cet axe franco-marocain qui, encore une fois, repose sur des communautés, des diasporas, des binationaux très importantes, il est, à mon avis, vraiment pilote, en quelque sorte, pour construire quelque chose qui restitue à la Méditerranée sa vocation, qui est d'être un espace d'échange et pas un espace frontière, comme beaucoup, notamment en Europe, aujourd'hui voudraient l'avoir. Il y a une montée des populismes qui repose d'ailleurs aussi sur un certain soutien dans la jeunesse européenne, un repli sur soi, sur de pseudo-valeurs. Nous avons à cœur de léguer à la jeunesse, justement, un projet. Après, c'est elle qui le fera vivre ou pas. Je parlais tout à l'heure de casting. C'est les acteurs d'aujourd'hui et de demain qui feront ou qui ne feront pas ce que nous avons proposé, qui le réaliseront ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'on a laissé quelques repères et j'espère que les uns et les autres, vous saurez le saisir et le transformer en une réalité et quelque chose qui unira plutôt que de renvoyer chacun dans ses buts et dans son camp. Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions infiniment pour votre temps que vous avez accordé et la richesse de vos réponses. Cet échange permettra sans doute d'offrir à notre audience une vision plus claire et plus humaine de la diplomatie franco-marocaine et des perspectives qu'elle ouvre pour nos deux pays. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur.